Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. L'intimité, oui, l'intimité, c'est le pilier essentiel lorsqu'on est dans une relation amoureuse. Nous sommes touchés, nous avons besoin d'être touchés dans tous les sens du terme. Alors le toucher, ça joue un rôle essentiel chez l'humain et ça joue un rôle dès sa naissance et jusqu'à sa mort. Mais on va aborder le sujet sous un angle beaucoup plus délicat aujourd'hui, en compagnie de Sandy Boulanger. Un sujet d'ailleurs qui est peut-être encore assez tabou. On va évoquer le dégoût. Alors le dégoût, qu'il soit là dès le départ ou au fil de la relation. C'est vrai que parfois, il arrive que le corps, la peau de notre partenaire nous dégoûte, qu'on éprouve une certaine répulsion s'il vient mettre sa main sur notre épaule. Alors ce ressenti, il peut surprendre, en tout cas il est dérangeant, mais pourtant il est là. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire ? Est-ce qu'il y a pourtant encore des sentiments pour cette personne ? Est-ce que c'est le signe que les sentiments sont partis ? On va parler de tout ça en compagnie de Sandy Boulanger afin qu'on comprenne ce qui se passe et que peut-être on trouve des solutions. Alors si vous ressentez ou si vous avez ressenti ce genre de choses, n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre et pour témoigner, vous composez bien sûr le 0826 300 300. Sandy Boulanger, bonjour. Bonjour Brigitte, merci de me recevoir. Vous êtes sexothérapeute, relaxologue, vous travaillez beaucoup en soins palliatifs, notamment avec des personnes qui sont en fin de vie, atteintes de cancer, etc., dont le corps évidemment se dégrade. On peut comprendre que parfois, face à son partenaire et la maladie, on peut avoir du dégoût, hein, osons le dire. C'est un sujet très tabou, c'est un sujet très difficile à aborder quand on est en couple, et pourtant ça arrive. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? J'ai envie de dire qu'effectivement, il y a 2 cas de figure. C'est soit effectivement c'est dès le début, ce que vous disiez tout à l'heure, ou c'est parce que il se passe quelque chose dans la vie, des expériences dans la vie. Par rapport à la maladie, parfois le dégoût ne vient pas spécialement non plus dans le regard ou le goût de l'autre. Il peut venir de soi. On peut soi-même être dégoûté de soi. Et je pense que c'est effectivement dans cet échange relationnel du dégoût. Où est-il ? De quoi parle-t-il ? C'est ça qui est assez intéressant. Et c'est vrai que dans la maladie, parfois, ce dégoût n'est pas forcément non plus toujours celui du corps, mais de l'expérience qu'on est en train de vivre. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a le dégoût qu'on ressent soi, et ce qui fait qu'à ce moment-là, on va éviter les rapports, évidemment, et peut-être même d'être touché. Hein. Et puis, il y a le dégoût qu'on a pour le corps de l'autre qui s'est transformé. Hein, oui. et ça, c'est vrai que moi, j'ai déjà entendu, hein, parce qu'il ou elle, quand je dis il, c'est général, hein, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il a pris trop de poids, il a pas pris soin de lui. Enfin, il est évident que quand on a du désir pour quelqu'un, en général, il y a pas de dégoût. Sinon, le désir, je vois pas comment on peut avoir du désir pour un corps qui nous dégoûte. Mais le corps peut se transformer, peut changer. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Mais en fait aussi, ce qui est très intéressant à regarder, c'est, vous disiez, le désir ne repose pas sur un corps que l'on dégoûte. Vous avez raison, et aussi le désir étant très complexe, justement, parfois, il ne repose pas non plus sur l'érotisation du corps ou sur l'excitation que le corps de l'autre peut provoquer chez nous. Parfois, ça peut être très intellectuel aussi, cette excitation, et où la dimension corporelle n'a pas tant de place. Peut-être qu'au fil du temps dans la relation, le corps va devoir prendre sa place. Oui, parce que le désir, si on est sexuel, comme on dit, comme on en parle aujourd'hui, et c'est sûr qu'à un moment donné, le corps va reprendre sa place, puisque le désir des débuts va diminuer. Et puis, je crois qu'il y a autre chose qu'il faut peut-être dire, c'est que parfois le dégoût, c'est pas dû au corps qui a changé, c'est parce que on a peut-être des sentiments qui ont changé, et ça veut dire peut-être quelque chose aussi. Exactement, ça veut dire que plus on passe de temps avec une personne et plus on la voit sous toutes ses facettes. C'est qu'il y a parfois certaines facettes qui sont très difficiles à accepter de l'autre. On peut s'assouplir sur certaines, et il y en a d'autres où ça devient très compliqué. Et c'est toujours une histoire de balance, le couple en fait, entre du plus et du moins. Et parfois, il y a certaines facettes de l'autre qui sont très difficiles
difficile à accepter, à intégrer, à digérer, j'ai envie de dire. Et effectivement, ça peut provoquer du dégoût qui n'est plus physique, mais là, pour le coup, effectivement, peut-être moral, intellectuel, et où cette balance du plus et du moins va vraiment être difficile à atteindre un équilibre instable. Et c'est pour ça que j'utilisais le mot répulsion dans l'introduction, qui est peut-être pas tout à fait le même que dégoût, parce que dégoût c'est berk. Enfin, je veux dire, je pense aux enfants qui font berk quand on leur propose de manger quelque chose qui leur plaît pas. La répulsion, c'est une sorte de réflexe de fuite, mais au niveau du langage corporel. Hein. Oui, je pense que dans le dégoût, en fait, il y a quelque chose où on pourrait s'en accommoder en trouvant effectivement des astuces intellectuelles quand même souvent pour érotiser ou pour édulcorer, alors que être répulsif, il y a quelque chose effectivement de l'ordre où on n'a pas la main dessus, quoi. C'est bien au-delà de nous. C'est vraiment plus possible. Et je pense que là, c'est presque quand même quelque chose qui part du cœur, une sorte de haut cœur, comme si... C'est viscéral, oui, je suis d'accord avec vous. Donc il faut peut-être déjà analyser la différence entre ces deux expressions qui se rapprochent certes, mais qui ne partent peut-être pas du même endroit. C'est ça. Je crois que dans le dégoût, il y a une histoire de goût qui n'est plus dans les nôtres. Oui. Et dans le répulsif, il y a vraiment quelque chose de l'ordre où c'est terminé. On ne peut plus composer avec. On a basculé dans un point de non-retour. On repousse avec le sens de... Il faut... Alors, encore une fois, comment on en parle à l'autre ? Eh bien, c'est toujours très délicat parce que l'idée, c'est toujours où est-ce que l'on va. Quand on en parle à l'autre, c'est qu'on a un projet, c'est qu'on a un endroit où on a envie d'aller, de continuer à cheminer ensemble ou pas, ou d'une certaine façon. Quand on parle de son dégoût, c'est peut-être pour essayer de le transformer aussi, si c'est un dégoût physique, un dégoût sexuel, parce que on n'en a pas non plus parlé, mais parfois, il peut y avoir une inadéquation des envies et des pratiques sexuelles qui peut provoquer du dégoût ou de la répulsion, mais il peut quand même y avoir une relation intime et sexuelle possible si on ne va pas complètement dans le monde de l'autre. Donc en fait, en parler, ça dépend vraiment un peu de la situation aussi et où est-ce qu'on a envie d'aller. Je crois que c'est ça la vraie question. Avec cette personne, pourquoi est-ce que j'aborderai ce sujet ? J'ai envie de quoi ? Et puis je crois qu'il y a une chose aussi qu'il faut dire et qui arrive quand on est avec quelqu'un qu'on aime, au sens affectif du terme, et que tout d'un coup on découvre une passion torride sexuelle avec quelqu'un d'autre. On peut à ce moment-là avoir un peu de dégoût avec celui pour qui on a pourtant des relations depuis longtemps et une belle entente affective. Parce qu'on est tellement dans le désir du corps de l'autre, dans cette passion torride, que le corps de l'autre peut nous dégoûter. Et ça, c'est souvent transitoire, mais c'est là, quoi. Et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est transitoire, vous avez raison de le dire, et je crois effectivement que c'est très culpabilisant. Et ce que l'on fait, déjà, c'est de le reconnaître. Je ne suis pas sûre que ça soit bon de le partager à l'autre. Non, je crois qu'il faut poser des mots, effectivement, sur qu'est-ce qui se passe en ce moment pour le fait que j'ai moins envie de toi, je te sollicite moins, ou je te dis non, ou plutôt que effectivement faire comme si rien n'avait changé. Et c'est une espèce d'abandon de la relation à l'autre aussi, quelque part. Donc j'en reviens encore une fois à qu'est-ce que j'ai envie, où j'ai envie d'aller avec l'autre. C'est très homérien cette question d'où je viens, qui je suis et où je vais. Mais je crois que pour pouvoir aborder un sentiment aussi fort et dérangeant et culpabilisant que le dégoût, il faut quand même avoir un peu nettoyé sa plage avant de lancer la discussion. Oui. En tout cas, ce sont des ressentis, donc on n'y est pour rien. Il faut faire avec et puis peut-être les interpréter un peu plus personnellement avant d'aborder le sujet, évidemment, avec l'autre. On en parle avec vous, bien sûr, avec Nathalie, notamment, dans un instant, et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Le dégoût, on en parle. On parlera peut-être aussi du dégoût des relations bucco-génitales, hein, qui malheureusement peuvent poser problème dans des relations quand l'un a vraiment très envie de ces relations-là et l'autre pas. On pourra parler de tous les dégoûts dus parfois à des traumatismes aussi. Enfin, on en a des choses à raconter, Sandy Boulanger. En tout cas, c'est Nathalie qui commence. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Nathalie. Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui sur ce sujet qui est très intéressant. Merci Nathalie. Très intéressant et très varié. Alors, mes grosses lignes, je suis libertine depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, autant dire que le toucher et le corps des autres, j'ai beaucoup manipulé. Expérimenté, oui. Voilà, mais il y a quand même trois cas qui m'ont beaucoup marqué en fait dans ma vie. Donc mon mari, le tout premier, qui était un homme à peine plus grand que moi, qui était quelqu'un de très sec, qui avait un physique donc du coup assez nerveux, si vous voulez. C'était vraiment quelqu'un de nerveux, donc avec un corps sec, bon musclé mais sec, qui pouvait justement engendrer des fois un petit peu de recul, parce que bon, les gens qui sont un petit peu nerveux sont pas forcément attirants, mais c'est un homme avec qui je me suis toujours sentie en sécurité. Vous voyez, bon, notre sexualité n'a pas été si épanouie que ça, mais en tous les cas, quand je me levais contre lui, je me sentais bien, je me sentais détendue, je savais que rien ne pourrait m'arriver de méchant, donc je me sentais en sécurité. Puis ensuite, j'ai eu un deuxième partenaire avec qui je suis restée pendant 15 ans, où lui, par contre, son physique, mais alors, ne me convenait pas du tout, je ne l'aimais pas du tout, mais c'était un homme qui me donnait beaucoup de plaisir. Donc c'est assez étonnant de se dire qu'un corps qui peut nous repousser nous donne beaucoup de plaisir. Mais alors, est-ce que c'est lui qui s'occupait beaucoup de vous et vous pas beaucoup de lui ? Oui. C'est ça. Oui. Alors, il s'occupait beaucoup de moi. Alors il était pareil, il était très grand. C'était un homme qui avait quand même un physique assez fin. Mais si vous voulez, j'avais l'impression qu'il était toujours très tendu, que ses muscles étaient tendus, que ses doigts étaient tendus. J'avais l'impression qu'il était raide, toujours très raide. Et donc du coup, moi, cette raideur me dérangeait dans son physique. Il n'avait pas de fesses, il n'avait pas des mains qui étaient, à mon sens, visuellement quelque chose de joli. Il n'avait pas de jolies mains, il n'avait pas de jolis pieds, mais par contre, il massait divinement bien. Au niveau sexualité, on était très épanouis. C'était quelqu'un qui était très affectueux, qui était très enveloppant. Habillé, je le trouvais super beau, mais alors nu, je le trouvais très moche. Mais ce qui est intéressant, ça fait quand même 2 hommes avec qui vous avez vécu et qui quelque part ne correspondaient pas, si je puis dire, aux critères physiques qui pourraient vous exciter. Donc c'était peut-être une protection pour ne pas justement trop vous investir sur le plan amoureux. Oh, pourtant j'étais très amoureuse de mon mari, j'en étais amoureuse très vite. Par contre, de mon deuxième partenaire, pas du tout, je n'étais pas amoureuse, on est restés 15 ans ensemble. C'est un homme qui est arrivé dans ma vie où il fallait que je rencontre quelqu'un. On a eu un parcours de vie tous les deux où on a vraiment été d'accord sur la même longueur d'onde. Je lui ai dit très vite que je n'avais pas des sentiments d'amour comme lui pouvait l'attendre. Il m'a donné beaucoup d'amour, ça c'est pas le problème. Je lui ai donné beaucoup d'affection, c'est beaucoup occupé l'un de l'autre. On a quand même été un couple, mais de mon côté, c'est vrai qu'il n'y avait pas l'amour vraiment comme on peut l'imaginer et comme on peut l'entendre. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que je ne sais pas, mais en tous les cas, c'était quelqu'un qui me donnait beaucoup et ce corps que du coup je n'aimais pas, je le laissais me donner du plaisir. Moi, ce que j'entends aussi dans vos 2 histoires qui sont effectivement assez différentes, mais le fil conducteur, c'est effectivement le point de départ de la motivation du couple. Dans le premier, vous aviez besoin, vous étiez sécurisé physiquement d'un corps qui vous dégoûtait, et à chaque fois, c'est le mot tendu qui revient beaucoup. Oui. Donc, vous choisissez des hommes fins, secs, tendus, nerveux, et en même temps, ils ne vous ont pas apporté la même chose. Donc, c'est une histoire de sécurité de base. Dans le deuxième, vous n'aviez pas envie de former couple avec passion ou autre. Donc, ça change sur vos points de motivation. Mais par contre, les 2 corps étaient quand même assez... il y avait quand même quelque chose de l'ordre de « je n'aime pas, mais ». Voilà, et le troisième est un homme qui a beaucoup compté pour moi, que j'ai aimé sincèrement, qui lui par contre était complètement à l'opposé, puisque c'était quelqu'un de très grand, de très fort, de très rond, et chez lui j'aimais tout.
J'aimais tout, j'aimais ses rondeurs, j'aimais le toucher, il fallait que je le sente, que je le respire, il fallait que je le caresse, il fallait que je touche ses cheveux, ses pieds, enfin tout ce qui faisait de lui ce qu'il était réellement pour moi sentimentalement. Et il est vrai que même ses défauts, je les aimais. Et vous avez réussi à avoir cette qualité de jouissance que vous aviez avec le deuxième ? D'une manière différente. Ça a été vraiment 3 cas complètement différents. C'est des hommes qui m'ont apporté vraiment des choses différentes. Et j'ai laissé ces corps qui étaient complètement différents aussi et qui n'étaient peut-être pas ce qu'on peut s'imaginer, me donner beaucoup de plaisir parce que ces 3 hommes, du coup, m'ont quand même apporté beaucoup de choses. Mais c'est vrai que sur des physiques différents, le plaisir était là, l'échange était là, et du coup c'est particulier. Oui, mais moi il me semble quand même qu'il y a chez vous une protection qui fait que vous ne vous investissez pas complètement. Vous restez un petit peu sur la réserve et je pense que ces 2 premiers hommes avec ces corps qui correspondent pas, ce serait intéressant de comparer avec par exemple le corps de votre père ou le corps d'hommes qui ont marqué votre enfance, parce qu'il y a quelque chose certainement à comprendre. Oui, alors là vous avez raison effectivement Brigitte, c'est que les 2 premiers hommes n'avaient absolument pas le physique de mon père, alors que le 3e davantage. Mais oui. Et il y a quelque chose là qui me semble très oedipien. Alors après, vous allez bien. Il faut pas forcément aller chercher. Hein. Ah non, oui. Non, mais je l'entends bien, oui, parce qu'effectivement, mon père, bon, comme chez beaucoup d'enfants, je pense, hein, mon père avait quand même une place prédominante. Et puis surtout, mon papa est décédé dans des circonstances assez brusques. Donc voilà, le manque qui se fait tout de suite. Effectivement, je pense que ça a dû beaucoup jouer. Et après, il est vrai que dans le libertinage, on rencontre d'autres physiques, d'autres corps, des gens qui nous apportent pas la même chose. Enfin, c'est surtout dans le ressenti. Après, c'est pareil, j'ai testé les femmes, où effectivement les femmes ont un corps qui est encore beaucoup plus sublime que ceux des hommes, parce que voilà, il y a des formes, il y a des peaux qui sont différentes, il y a des sensations qui sont différentes, et je crois que effectivement, c'est ce que notre âme... c'est moins raide, hein, un corps de femme. Ah, ça c'est clair. Mais ça dépend des corps d'hommes et puis des corps de femmes. Non, mais dans l'ensemble, c'est moins musclé, c'est moins tendu, c'est moins... dans l'ensemble, encore une fois. Qui sont quand même un petit peu tendus et devraient être un petit peu plus détendus, mais bon, ça c'est chacun son truc. Mais c'est vrai que voilà, après, je pense que c'est aussi l'âme qui nous guide vers d'autres corps. On a des corps qui sont... Voilà, on fait une alchimie avec un partenaire avec lequel on ne penserait pas, ou une partenaire. Hein. Des fois, on voit bien qu'il y a des couples qui visuellement semblent pas accordés, mais en fait, ils le sont totalement. En tout cas, votre témoignage, je le trouve intéressant parce qu'il va nous faire tous réfléchir sur les corps qu'on aime sur le plan esthétique et les corps finalement qu'on a choisis pour avoir des relations sexuelles. Et je suis sûre qu'il y a une différence, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, chez vous, c'est très clair. Et je pense qu'on a tous... peut-être pas tout à fait toujours le même lien entre les deux. Oui, c'est très intéressant de mettre la lumière effectivement sur ça. Puis vous avez 3 expériences comme ça qui sont vraiment significatives aussi, et puis qui viennent marquer des périodes différentes de votre vie de femme aussi, de votre engagement dans la relation jusqu'à aujourd'hui à être libertine. Donc je ne sais pas quel est le cadre pour vous de ce libertinage, mais peut-être que c'est justement profiter de tous et ne s'attacher à aucun. Vous voyez, il y a un cheminement dans votre être féminin aussi, hein, à travers ces hommes. Mais d'ailleurs, moi, c'est vraiment ce que je crois sincèrement. On se construit à travers nos rencontres. Évidemment qu'on construit son identité sexuelle à travers nos rencontres. Merci beaucoup, Nathalie, en tout cas, pour cet échange. Merci à vous. On fait une petite pause et puis on vous attend. 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Alexis Corbière, quelles sont les grandes figures de gauche aujourd'hui? Il n'y aurait pas assez de temps pour toutes les nommer. Oui. non, mais qu'est-ce que vous voulez... Est-ce que vous les cherchez? Mais pas du tout. Clémentine Autain, Julien Bayou, Raquel Garrido, Boris Vallaud, mon ami François Ruffin, tous ces gens-là. Vous n'avez pas cité Jean-Luc Mélenchon, je suis pas tellement surpris. Démonstration. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas surpris. Jean-Luc Mélenchon a joué un rôle historique. Pourquoi parlez-vous au passé? Sud Radio, parlons vrai.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On évoque les sensations de dégoût, de répulsion avec Sandy Boulanger qui est avec nous, sexothérapeute, relaxologue. Et je vous invite évidemment à témoigner comme Catherine qui nous rejoint. Bonjour Catherine. Oui, bonjour à toutes les deux. Écoutez, merci de me recevoir sur l'antenne. Voilà. Donc, je vous explique. Allez-y, bien sûr. Oui. Voilà. Si vous voulez, donc j'ai eu un mari à un moment donné où nous avons eu des relations sexuelles et où ça allait, mais enfin c'était un monsieur qui venait jamais vers moi, donc c'était un peu compliqué. Et à un moment donné, quand même au bout de 20 ans, je lui ai dit, écoute, si tu viens pas vers moi, je pourrai plus. Et c'est ce qui est arrivé à un moment donné. Et quand il n'y a plus eu de relations sexuelles, c'est vrai que je sais pas, peut-être les rancœurs des autres problèmes, parce que c'était vraiment un pervers de level, puisque le juge aux affaires matrimoniales l'a reçu. Enfin, j'étais stupéfaite de la façon. Il a commencé à parler et pouf, elle a envoyé le boulet. J'ai pas compris, mais je pense qu'elle l'avait jugé dès le premier regard. Je sais pas, elle avait peut-être l'habitude, j'en sais rien. Mais donc voilà, et puis au fil du temps, ça s'est pas arrangé parce qu'en plus il a manipulé tout le monde, mes enfants, tout ça. Donc c'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, lui dans la même pièce, je suis pas bien. J'ai plus envie. Voilà. Ah bah c'est oui. plus le toucher, c'est la présence. Mais là, vous êtes séparés en plus, du coup, hein. Ouais. Mais Oui, peut-être depuis 10 que, ans. au-delà du dégoût, c'est surtout beaucoup aussi de la colère que vous avez, non Et que c'est oui, devenu... d'avoir été incomprise, parce que c'est vrai que dernièrement, ma fille est venue me voir, la dernière, elle me dit, mais je suis en train de découvrir mon père et tout. J'ai dit, bah oui, je t'en avais un peu parlé et tout. Elle me dit, mais t'as été malheureuse toute ta vie. J'ai dit, non, faut peut-être pas exagérer, mais c'était compliqué. Et c'est vrai que de pas avoir été reconnue, voilà. Oui, mais tout au début, quand vous le rencontrez, vous avez été attiré par son corps, vous avez eu quelque chose qui... Disons que j'ai eu un premier mariage avec un mari violent et j'avais eu 2 enfants et je voulais absolument un 3e enfant pour l'élever dans des conditions vraiment acceptables. Oui. Voilà. Donc il avait une bonne situation, c'est ça? Voilà, il était plus jeune que moi, il n'avait pas d'enfant, il était cool, relatif. Je dis pas que j'ai eu le coup de foudre, c'est pas vrai. Mais il était sympa, voilà, mais il n'a jamais été tendre, jamais. Oui, mais là, on voit bien, Catherine, qui a certainement au départ des traumatismes dans l'enfance qui font que vous n'avez pas de lucidité pour choisir les compagnons qui vous conviendraient. Vous vous en rendez compte, après coup, hein. Oui, parce que j'en ai eu un 3e après le divorce. Là, on s'est pas mariés, tout ça. On a vécu 5 ans ensemble, mais j'ai pas encore pris quelqu'un qui me convenait, parce que c'est quelqu'un avec qui je m'habillais jamais comme il fallait, je disais jamais les mots qu'il fallait. Je n'étais jamais au diapason. Fallait donner la main dans la rue. Si je la donnais pas, il n'était pas content. Catherine, il va peut-être falloir avancer un peu sur la notion du respect. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous respectez pas et que vous vous laissez maltraiter? Parce que là, j'entends bien que vous situez dans une position de victime, mais il faut que vous en sortiez. Vous n'allez pas rester victime toute votre vie. Oui, non, tout à fait. Non, mais j'ai pris conscience. J'ai eu plusieurs rencontres, tout ça, depuis un certain temps. Et c'est vrai que j'ai envie d'être aimée. Il faut vraiment que je me mette un coup de frein en disant... Mais est-ce que vous vous aimez? Je ne me trouve pas désagréable. C'est pas ce que j'appelle s'aimer, Catherine. Sûr, oui. Catherine, c'est pas ce qu'on appelle s'aimer, dire je ne me trouve pas désagréable. Bon. Non, mais je trouve que j'ai mal agi tout au long de ma vie. J'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. Mais ça, il faut comprendre, Catherine, pourquoi. Il faut comprendre pourquoi vous avez eu comme ça successivement des choix où il y a eu maltraitance ou non-acceptation de qui vous êtes.
Et il faut comprendre pourquoi à chaque fois ça se reproduit. Bien sûr que c'est quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, qui fait que là vous avez envie d'avoir quelqu'un pour partager votre vie, mais vous le faites à n'importe quel prix en fait. Donc vous devez comprendre votre valeur, mais vous devez surtout travailler. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cette valeur-là de vous, et que c'est en étant avec quelqu'un que vous pensez que vous l'aurez. Et ce quelqu'un, malheureusement, ne vous permet pas jusqu'ici d'avoir eu cette valeur. Il faut que vous puissiez comprendre. Vous comprendre, vous pardonner, et puis enfin pouvoir avoir la lucidité de pourquoi est-ce que vous êtes en couple, pourquoi est-ce que vous partagez votre intimité, votre vie. C'est pas pour vous donner de la valeur. C'est pour donner du supplément d'âme à votre vie. Mais... Voilà, tout à fait. Bon, c'est pour sortir, c'est pour j'ai un certain âge, donc c'est pour sortir. Non mais Catherine, vous savez, quand enfant, on a l'impression, hein, en tant qu'enfant, après les impressions, il faut aller chercher si c'est la réalité, si c'était la réalité ou pas, parce que c'est toujours très complexe. Mais quand on a l'impression en tant qu'enfant qu'on vaut rien, c'est difficile en tant qu'adulte de se donner une valeur suffisante qui permet de se respecter. Et donc, on va forcément aller chercher des hommes qui vont nous prouver qu'on vaut rien. Bah, disons que j'étais pas désirée par ma mère. Non, mais ça, il y a plein de gens qui n'ont pas été désirés. Mais adorée par mon père, par contre, qui lui se pensait stérile, et que quand je lui ai montré le bout du nez, j'étais la énième merveille du monde. Donc mon père, ça a été fabuleux. Pas longtemps, parce que ma mère l'a mis dehors. Mais le temps qu'il a été chez moi, enfin avec ma mère, j'étais vous avez quand même fait un lapsus intéressant, Catherine. Oui. Hein? Le temps où il était chez vous? Oui, c'est la mère. Ouais. Tout à fait. Bien sûr, oui. Je pense qu'effectivement, il faudrait pouvoir être accompagné parce que c'est de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de retisser du lien d'attachement sécurisé, qui vous permettent d'allumer des lumières, des compréhensions chez vous, qui vous permettront de ne plus vous laisser maltraiter. Vous savez, je crois, Catherine, comme ça, dans le peu que vous nous avez donné, mais qui est quand même assez fort, surtout quand on tient compte de votre lapsus, c'est que le seul homme à qui vous pouvez vous donner, c'est votre père. Donc les autres, c'est forcément des hommes qui vont vous maltraiter, comme votre mère. Bon, n'en faites pas la clé de votre vie, hein. Mais non, mais de toute façon, ma mère, il y a longtemps que j'ai fait le tour de la question. Bon, elle est décédée maintenant. Mais je n'ai jamais eu une relation vraiment très respectueuse avec elle. J'ai toujours été... Mais j'ai bien entendu que vous n'avez pas été respecté. C'est pour ça que vous continuez à choisir des hommes qui ne vous respectent pas. Mais il est temps maintenant que vous vous respectiez. C'est ça qu'il faut entendre. Et d'une certaine manière, c'est ce que vous a dit votre fille. Oui, vous avez pas été heureuse jusqu'à présent parce que le goût du bonheur, vous ne l'avez pas tellement eu le temps de le goûter, pour utiliser l'expression du thème du jour, hein. Et donc vous êtes plutôt dégoûté que vous n'avez goûté la vie avec toutes ses saveurs. Donc moi je vous invite vraiment à vous regarder dans une glace et apprendre à vous aimer, à vous goûter et à vous rendre compte que tout ce que vous avez en vous, déjà, ça a de la valeur, et goûtez la vie jusqu'à ce que enfin vous puissiez choisir les personnes qui vous respecteront. Vous comprenez? Non, mais je veux dire, il y a 2 jours, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a discuté pas mal de temps. Il m'a dit: qu'est-ce que tu recherches chez un homme? J'ai dit: je recherche quelqu'un qui me prenne tel que je suis et qui n'essaye pas de me transformer, qui me prenne avec mes qualités et mes défauts. Voilà. Très bien. Que je lui réponds. Après, maintenant, il faut l'appliquer, mais ça a été mes propos. Et alors, c'est quoi vos qualités? Alors, je pense que je suis patiente, je suis curieuse. J'aime la vie, parce que si vous me dites, j'ai été malheureuse dans mes mariages, mais j'ai toujours trouvé quelque chose à côté. C'est très bricoleuse, très manuelle, donc j'ai toujours trouvé des choses qui me remplissaient. Voilà. Et puis l'éducation de mes enfants, des choses comme ça. D'accord. Donc voilà, j'ai toujours trouvé un rayon de soleil, un petit oiseau, un machin. Oui, c'est ça. C'est que vous avez investi beaucoup de territoire, sauf votre territoire de la femme et l'amante, et l'aimante. Hein.
Les autres espaces, oui, vous êtes parfaitement épanouie, heureuse, vous voyez, vous grandissez, sauf dans votre intime, votre partie de féminin, de femme avec l'autre. Ben, peut-être qu'il est temps. Ouais. Vous avez l'air motivée. Hein? Oui, je suis très, très motivée. Il est temps, là, ce que j'ai. Bravo. Voilà. Merci Catherine, en tout cas. Mais je vous en prie, merci. Merci à vous. Au revoir. Hervé est avec nous. Bonjour, bonjour Hervé. Merci de nous rejoindre. Brigitte. 3 questions. Bonjour Brigitte et bonjour Sandy Boulanger. Bonjour Hervé. Alors, 3 questions intimes et ensuite vous en poserez une à Sandy Boulanger. D'accord ? D'accord. Alors, première question, Hervé. Est-ce que vous avez déjà ressenti du dégoût pour quelqu'un Me dites pas non, parce que je croirais pas. Du dégoût, je vais dire non. Je vais pas vous dire non. Du dégoût, oui, ça m'est arrivé. Je pense au moment de ma séparation, de mon divorce, où il y avait peut-être plus rien, où il y avait, peut-être qu'il y avait un certain dégoût, de répulsion un petit peu, voilà. Mais c'est pas forcément, alors c'est vrai que c'est pas très agréable, mais c'est pas forcément mauvais signe. Ça prouve qu'il y a quand même quelque chose, une sorte de réaction protectrice qui se met en place, et il faut l'accueillir comme tel, et puis voilà tout. C'est pas la peine de l'exprimer à son partenaire ou à sa partenaire, mais non, maintenant c'est du passé. On est bien d'accord. Deuxième question, Hervé. Dans quel lieu, à part le lit, vous aimeriez faire l'amour ? Alors, j'aimerais dans la nature. En général, voilà. Mais plus précisément, parce que c'est vaste, la nature. La mer, la montagne, la forêt... La montagne, plutôt. La montagne. En haut du Mont Blanc ? L'hiver ou l'été ? Dans la neige ? Pas en haut du Mont Blanc, parce que peut-être avec le front dit que ça durcit, mais bon, j'ai un doute. En général, c'est plutôt l'inverse. Ouais, l'eau est fraîche. Dans sa coquille, voilà. C'est plutôt l'inverse, oui. Oui, voilà, dans la montagne, voilà. Avec une vue panoramique, sur la vallée, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, est-ce que vous êtes un adepte des menottes, pardon ? Adepte, je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non, ça nous est déjà arrivé. Et qui est-ce qui était attaché, vous ou elle ? Les deux, on a essayé les deux. Ouais. Après, c'est plus dans on va dire dans le moment. Voilà, ce qu'on a envie de faire, c'est plus dans ce sens-là où on profite justement soit de jouer, soit de liens, de choses comme ça. Oui. Alors, perdez pas les clés. Non. Sinon, vous seriez attaché pour la vie. Allez, vous pouvez poser une question à Sandy Boulanger, elle vous écoute, allez-y. Alors, Sandy, je voulais vous poser la question, on parlait un petit peu dans le toucher un peu du dégoût. Est-ce que ça vous est arrivé avec les patients que vous avez pu avoir accompagnés en fin de vie, que ça vous est arrivé d'avoir un certain dégoût et qu'est-ce que vous avez pu, on va dire, faire pour passer un petit peu le surmonter. Ce dégoût. Oui, voilà. Ouais, c'est une très belle question que vous me posez, Hervé, je vous remercie. Je vais y répondre avec beaucoup d'authenticité et c'est toujours pour moi des moments très intimes, l'accompagnement palliatif en fin de vie. Donc je vous réponds avec beaucoup d'émotion. Ça m'est déjà arrivé, effectivement, et dans ces cas-là, ce qui est important pour moi, c'est d'aller puiser l'amour, en fait. Un accompagnement en fin de vie, c'est le corps, et c'est surtout une personne et des proches. Et dans ces moments-là, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Imaginez-vous que vous êtes à Aqualand, au bord du toboggan, et qu'il n'y a pas d'eau qui passe. Vous pourrez descendre le toboggan, mais ça va râper et vous y mettrez beaucoup plus de temps. Moi, mon travail, c'est de pouvoir y mettre de l'eau. Et cette eau, en fait, c'est de l'amour. Donc, quand j'ai pu ressentir parfois du dégoût par le physique ou par d'autres sens, ça a toujours été l'amour qui m'a permis de rester présente et juste dans l'accompagnement. Qu'est-ce que ça vous évoque, ma réponse ? Oui, je vais vous dire merci pour votre réponse. Oui, c'est vrai que c'est sincère.
Voilà, c'est vrai qu'il y a des moments quand on doit. Moi, j'étais à un moment donné secouriste. Quand on doit justement porter secours à certaines personnes, c'est vrai qu'il y a des moments on n'a pas envie ou voilà, c'est un peu dur. Et je vous comprends. Ouais. Merci de cet échange tous les deux, de cet échange sincère. Et je crois que ce qui est important, et c'est peut-être pour ça que ce sujet qu'on aborde aujourd'hui est essentiel, c'est d'être conscient et d'arriver à le surmonter, parce qu'après tout, on n'est que des êtres humains. C'est ça, c'est un sentiment humain en plus. C'est pas quelque chose qui fait de nous des êtres méchants. Et ça peut être un sentiment très culpabilisant. C'est pour ça qu'il faut vraiment le regarder et en faire quelque chose. Oui. Merci Hervé, merci à vous. Merci. On fait une petite pause et on continue à évoquer cette répulsion, ce dégoût avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Côté libido, cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger est avec nous et nous évoquons le dégoût. Vous êtes relaxologue, sexothérapeute, vous en avez joliment parlé avec Hervé du dégoût du corps qui est malade et qui peut parfois peut-être aussi dégager des odeurs, dégager des... Enfin, il n'y a pas que la vue. Oui, c'est les sens. C'est nos 5 sens. Tous les sens, qui peuvent être dégoûtés. Alors, pas les 5 en même temps, mais en tout cas, c'est ça aussi qu'il faut entendre. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais qui va parler à tout le monde. Si on est avec un homme qui pète sans arrêt, on peut être dégoûté au niveau de l'ouïe, mais aussi au niveau de l'odorat, par exemple. Non, mais ça vous fait rire, mais c'est des choses de la vie quotidienne. Voilà, il faut dire les choses. Le dégoût peut passer par là et peut commencer par là, bien sûr. Oui. Et après, on peut perdre effectivement du désir pour quelqu'un qui auditivement et olfactivement dégoûte. Écoutez, c'est juste du bon sens. Juste. Oui, c'est vrai, mais il faut le dire. Eh bien, je l'ai dit. Magali, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy, merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Alors Magali, vous avez aussi eu ça avec votre ex-mari, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'était ma première relation, ma première union et au départ tout allait très bien, sachant que pour moi le toucher était vraiment quelque chose d'essentiel. C'est mon langage de l'amour majeur, donc c'était une partie prenante de moi et de ma relation, de ma façon d'exprimer. Et quand il y a eu dégradation de cette relation au niveau émotionnel, des reproches, puis des humiliations, un rabaissement en fait de la part de mon ex-mari, là, ce toucher-là, au lieu d'être quelque chose qui nous réunissait, c'est vraiment, ça nous a mis à distance. Moi, ça me dégoûtait en fait. Il y avait quelque chose de répugnant après. Bien sûr. Sa peau, son odeur, ça ne fonctionnait plus. Et c'était très difficile. Et pour lui, il devait le sentir. Et donc, ça accentuait en plus, en tout cas, sa méchanceté, entre guillemets, à mon égard. Donc, c'est ce qui, malheureusement, aussi a conduit à l'échec de ce mariage. Ce que vous dites est important parce qu'en effet, lorsqu'on peut avoir un petit peu de rejet, on va peut-être pas utiliser le mot de répulsion, mais de rejet pour l'autre quand il nous touche, il y a une sorte de contraction de notre corps, d'éloignement très peu perceptible, mais perceptible quand même, parce que il faut pas l'oublier, on parle toujours du verbal, de la communication verbale, mais la communication corporelle est plus importante, surtout dans des relations aussi proches. Donc on envoie ce message-là à l'autre, que quelque part on est dans le rejet. Oui, ça se comprend très très bien. Oui, bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, je vis l'inverse. Je suis avec quelqu'un qui a certainement une forme de répulsion, en tout cas de rejet à mon égard, et je le sens, même s'il me dit que non. Et là, autant donc dans ma première relation, c'était, on va dire, de la maltraitance émotionnelle qui a entraîné ce rejet physique. Et on sait que c'est fréquent dans ces cas-là. Le corps réagit par rapport à ce que lui dit le cœur. Et là, pour le coup, on n'est quand même pas. J'ai pas l'impression moi d'être un bourreau. Je me suis énormément remise en question toutes ces années. J'ai cherché des solutions.
avec lui, sexologue, etc. Et le toucher, je le sens vraiment. Quand j'essaye de le prendre dans mes bras, au lieu qu'il y ait quelque chose, une connexion, je sens qu'il y a cette petite raideur, ce rejet Alors, de son corps. Est-ce que vous avez pu analyser avec lui si c'est dû à vous ou si c'est son parcours? Parce que c'est peut-être lui qui a un problème avec ça. Justement, j'ai essayé d'en discuter. Alors effectivement, il vient d'une famille peu démonstrative, mais avec son animal, il est très câlin. Oui, avec c'est ça. Son fils, il l'est aussi énormément. Donc c'est quand même, il y a quelque chose qui, en tout cas, s'est réparé là-dessus. Mais avec moi. Ah oui, mais attendez, son fils et son animal, c'est pas vous. C'est pas le même lien d'attachement. Oui, bien sûr, c'est pas. Non, c'est pas dangereux. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est pas un lien dangereux. Il y a certainement chez lui un lien dangereux vis-à-vis de la femme avec un grand F. Mais c'est exactement ça, en fait. Il a aussi des propos un petit peu durs, des fois, sur la jante féminine. Misogyne, vous voulez dire? Oui. Bon, c'est qu'on trouve un petit peu en ce moment à la mode, là, des fois, sur le sexisme, oui, un petit peu. Ouais. Bon, c'est toujours bien étayé, hein, mais quand même, on sent qu'il n'y a pas autant. Je le dis, moi, j'aime les hommes avec leurs failles et aussi leur grandeur dans tout. Oui, on les aime pour ce qu'ils sont, bien sûr. Oui, voilà. Mais lui a un petit souci avec la femme au sens large du terme. Vous connaissez sa mère, sa relation à sa mère? Oui. J'arrive pas à comprendre vraiment. J'ai l'impression qu'il y a eu un manque. Je pense qu'il y a eu un manque. Elle est froide, elle est dans l'emprise. Non, elle est pas. Non. Ou alors elle joue un rôle parfaitement bien, mais non, c'est. Mais il n'y a effectivement pas de toucher. C'est quelque chose chez eux où c'est... Oui, après, vous voyez, des fois, il n'y a pas de toucher dans la famille, mais quand même, individuellement, ça peut se produire. Mais ce qui est notable aussi, quand même, c'est que dans vos deux relations, vous vivez comme ça du rejet physique. La première fois, c'est parce que vous aviez perdu confiance dans l'autre, et puis affectivement. Et là, en fait, donc dès le début, vous choisissez quelqu'un qui n'a pas cette possibilité d'aller dans ce lien intime, comme si c'était finalement une protection. Il va pas vous décevoir affectivement puisqu'il a du mal à s'y jeter. Mais tout à fait. En fait, c'est sur moi. Aujourd'hui, là, c'est le miroir que toute cette histoire me renvoie aussi. Je m'interroge beaucoup. Pourquoi ces partenaires-là? Qu'est-ce que ça vient dire de moi aussi, effectivement? Parce que le toucher, oui, vous êtes peut-être. C'est peut-être encore compliqué pour vous d'être réellement dans une belle relation où le charnel l'emporterait. Hein. Peut-être ce que je me dis aussi, Magali, c'est que vous avez une très grande sensibilité. Peut-être que c'est difficile encore pour vous de gérer cette grande sensibilité aussi magnifique que douloureuse, et que d'être en lien intime avec l'autre n'est pas encore évident, justement parce qu'une grande sensibilité. Donc peut-être que vous avez un peu peur aussi de vous laisser aller avec un partenaire qui de temps en temps pourra effectivement soit ne pas trop correspondre à votre niveau d'émotivité, de sensibilité, ou au contraire vous choisissez quelqu'un qui n'ira pas du tout, comme ça vous êtes sûr au moins que ça va pas vous blesser, je ne sais pas. Effectivement, c'est des pistes, des pistes, effectivement. Là, je sais pas, j'ai pas trouvé encore ta réponse. Vous avez consulté tous les deux ou... Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui. Moi, je pense que il faut vous amuser. Il va falloir vous amuser à faire un travail sur les sens tous les deux. Peut-être. Oui, mais j'avais effectivement trouvé au cours de mes lectures des choses comme ça. Donc ça pourrait effectivement être utile. Est-ce que vous entendez bien? Vous arrivez à parler, à vous amuser ensemble dans la vie quotidienne, je veux dire? Non. Il y a vraiment. Effectivement, oui. Il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince. Alors vous vous êtes sans doute retrouvés pour des blessures réciproques qui se complètent, c'est ça, mais qui s'expriment de façon différente, oui. Essayez peut-être l'imago tous les deux.
la thérapie Imago. C'est amusant parce que j'ai fait des recherches hier dessus. Ouais. Donc c'est amusant voilà, qu'on en parle aujourd'hui. Oui, vous êtes 2 blessés de la vie et peut-être que l'imago ça peut vous aider. Essayez. Vous avez peut-être vous allez peut-être trouver une piste. En tout cas, il me semble que c'est pas quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un de blessé et comme vous semblez vous aussi blessé. Oui. Mais c'est tout à fait ça. Il y a deux estropiés. Mais du coup, c'est d'apprendre à grandir ensemble qui va être intéressant. Et c'est vrai que des fois, d'être accompagné, ça aide à pas accentuer les blessures individuelles, communes, et puis après du couple, et de pouvoir apprendre à grandir l'un avec l'autre. Ouais. Eh bien, ils sont 2 unijambistes, mais avec 2 jambes, on avance quand même. Mieux, oui. On avance. Bon courage Magali, merci en tout cas de votre appel. Petite devinette, Sandy Boulanger, quand est-ce qu'on peut dire que le père d'une fille est un terroriste? Alors c'est évidemment de l'humour, et je vous laisse le temps des infos pour essayer de me trouver la réponse. Et puis on va tout de suite après les infos continuer à parler de ces ressentis de dégoût, que ce soit encore une fois avec l'un de nos 5 sens. C'est pas forcément uniquement toujours le toucher, ça peut être d'autres sens, et n'hésitez pas à venir nous en parler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cerise de 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Sandy Boulanger. Je rappelle que vous avez, on peut vous retrouver sur Internet, le lien au cœur du soin, en un seul mot évidemment, .com. Si on veut vous retrouver, n'hésitez pas, le lien au cœur du soin.com. Sandy Boulanger, vous êtes à la fois relaxologue, sexothérapeute, vous vous occupez beaucoup aussi des personnes en fin de vie. On va retrouver Patrick qui va nous parler du dégoût, enfin plus exactement du toucher. Et d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Quand est-ce qu'on peut dire que le père d'une fille est un terroriste ? Je ne sais pas, quand il a enterré le prétendant venu demander la main de sa fille. Non, on va pas jusque-là. Vous prétendez. Non, tout simplement parce que la fille est une vraie bombe. Et donc son père est forcément un terroriste. Voilà. Non, on va pas chercher des choses trop compliquées. Et on va pas sur ce terrain-là sur ce terrain-là non plus. Du terreau. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, Patrick. Alors c'est intéressant parce que vous êtes déficient visuel, donc forcément avec un toucher un peu plus exacerbé qu'un autre. Oui, complètement. Ça s'est installé sur une longue durée. Donc c'est sur une maladie. Je suis pas né comme ça. Et point de départ de la pathologie, j'ai mis un certain temps à avoir non seulement l'essence, mais aussi la qualité de la peau et la finesse de la peau qui a évolué. Ça a mis un certain temps. Après, est-ce que c'est propre à chacun ou je peux pas vous dire, parce que je reste pas dans un univers du handicap, etc. Je suis resté autonome et oui, puis ça se développe. C'est ça, c'est qu'il y a des l'essence se développe aussi. On le voit avec le palais quand on commence à aller vers du gourmet. Voilà, l'essence, bien sûr, ça se stimule. Alors on n'est pas tous égaux dans le sens où on peut pas aller tous à certains niveaux, mais effectivement, ça se développe, oui. Voilà, complètement. Donc dites-nous, vous avez développé votre toucher. Oui, c'est ça. Donc ça a évolué à l'époque de ma maladie. J'étais donc en couple et c'est vrai que donc la relation a évolué sur ce sujet-là, en étant plus dans le tactile, dans le massage qu'auparavant. Et au fur et à mesure du temps, on est arrivé dans une complémentarité de la chose qui est exceptionnelle. Après, on s'est séparés. Et donc là, par rapport à ça et sur d'autres rencontres qui étaient quand même différentes, parce que là, je rencontrais des gens que je n'avais jamais vus. Je n'osais pas aller sur le contact, et puis après ayant passé ce cap délicat, mais d'aller rapidement prendre la main d'une future partenaire ou d'une personne rencontrée dans un moment de séduction, j'ai coupé ce tabou et rapidement, sans forcément parler de mon invalidité, parce que je me promène sans canne, sans lunettes,
je sors rapidement, je serre les mains des demoiselles que je rencontre, et tout de suite, et puis bon, je suis seul depuis 3 ans, et puis je suis quand même bien porté sur le sujet de l'échange. Je sais pertinemment si ça va matcher, si ça va pas matcher, et voire même, ça me freine. J'ai des fois des rencontres avec des dames, où quand je reprends la main, je suis complètement bloqué. Et... Qu'est-ce qui vous bloque? Là, je ne saurais pas comment vous l'exprimer, mais j'ai l'impression de prendre une poignée de chardon dans ma main, par exemple. Ou un glaçon avec du piment dedans, quoi. Ça me ramène ça tout de suite dans un sentiment de sensation de... Et c'est par le toucher de sa main, c'est pas l'odeur, c'est juste le toucher que vous avez donc évidemment énormément développé. Complètement, et j'ai encore un exemple de pas plus tard que ce matin. Je rencontre une demoiselle qui était ça fait 2 fois que je discute avec, elle me plaît énormément, elle était dans la séduction, elle est célibataire, on boit un petit café, et dans l'échange là, on parle un petit peu de handicap parce qu'elle est concernée par ça dans sa famille, et donc là, j'évoque mon sujet, et là, on évoque encore ça, je lui prends la main, et là, je dis, excuse-moi, je suis désolé, il faut que je te laisse, j'ai rendez-vous, je suis parti. Ah bah c'est un peu brutal quand même, vous auriez pu être un petit peu plus élégant. Elle va se reconnaître. C'est pas toujours dans une grande délicatesse, c'est dit gentiment, et effectivement je travaille, donc je ne demande jamais, donc j'ai juste avancé mon délai de rendez-vous. Voilà, dans le fond vous aviez raison, c'est la forme après qui se travaille, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que du coup pratiquant la somatothérapie à l'hôpital, j'ai effectivement un rapport au toucher qui est moi aussi assez développé, que je travaille énormément. C'est cette capacité à pouvoir sentir effectivement par les contractions musculaires de l'autre. Effectivement, ce sont des signaux faibles, comme ça vous parliez de tonus, de mollesse ou au contraire de piquant. Le toucher est un sens extraordinaire à développer parce qu'il y a toute cette poésie-là aussi, puis toute cette intuition. Et effectivement, quand on développe autant de choses agréables, eh bien, il y a autant de désagréables, voire de dégoûts qui peuvent se manifester en touchant l'autre. Oui, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qui vous a pas plu quand vous avez touché sa main on va pas dire son prénom à l'antenne. Ne serait-ce que l'approche, la poignée de main, c'est pas si simple que ça. C'est l'approche du bout du doigt, mine de rien, c'est très travaillé. Du bout du doigt jusqu'au débarrage de l'ongle, qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Ne serait-ce que ça, la pointe de l'ongle ou pas. Les fleuris du bout du doigt qui est très sensible, et après la prise de main avec la température, la pression exercée également avec ça en 2 secondes, vous voyez. Ouais. Mais alors vous arrivez à sentir si elle est sensuelle, si elle est pas sensuelle, si elle est molle, si elle est tonique. On est raccord en fait, parce que je ne peux pas du tout à juger, je dirais. Oui, c'est beau ce que vous dites. Ça c'est pas du tout du jugement, mais le côté de l'alchimie, la capacité d'alchimie, complètement. Chercher le terme adéquat, c'est ça, c'est complètement l'alchimie ou l'alter ego en fonction. Et c'est vrai que des fois que je dis alter ego, c'est ma précédente fiancée, j'ai tout de suite senti qu'on était sur quelque chose, mais sexuellement c'était pas là, mais c'était mon alter ego. On était vraiment dans le raccord sur tout le reste, et pas le sexe. Et ça c'était pareil, c'était filtré direct. Elle avait trop de fermeté dans la poignée, mais il y avait tout le reste. J'ai dit là, c'est trop ferme, ça va pas aller. Et ça s'est avéré. Oui, mais vous avez bien fait d'essayer aussi, Patrick, parce que parfois, effectivement, on peut ensemble réussir à développer un terrain commun de jeu érotique, alors qu'au début, c'était pas forcément gagné. C'est plus difficile, ça demande plus d'efforts, c'est vrai, mais parfois, c'est pas impossible. Vous avez bien fait de tenter. Bon, ça n'a pas fonctionné. Voilà, et puis je me rends compte que quelque part, en ce moment, j'ai une petite fiancée. Je l'ai rencontré en remettant une clé, je lui serre la main. Par contre, on s'est gardé un petit peu la main. Et là, je l'ai perdu. J'ai eu le sentiment de l'avoir perdu. Je lui donne ma carte de visite. Et elle m'a rappelé. On a passé 2 heures de temps après. On s'est rencontrés. C'est extraordinaire. Ouais, un coup de foudre manuel. Donc, si j'ai bien compris, Patrick, vous prenez d'abord la main pour prendre votre pied ensuite. Le pied de l'autre. Non, mais de toute façon, vous avez raison, Patrick. On sait très bien que les premiers contacts physiques, on sait d'avance si ça va matcher ou pas. Après, on peut toujours un petit peu s'arranger, mais on le sait très bien. Oui, surtout si on est sensible justement à cette alchimie qui opère ou pas. Parfois, on n'a pas encore suffisamment développé ce sentiment-là d'adéquation et de danse potentielle commune, et puis parfois on l'a et on se rend compte effectivement que ça peut se développer. C'est plus facile quand on est tous les deux au même étage érotique de l'immeuble, mais bon, des fois il y a des ascenseurs quand même qui sont possibles, mais ou pas.
Mais on laisse peut-être un peu trop la vue, d'ailleurs, nous diriger finalement dans ce qui concerne, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'intime. Hein. Bah oui, c'est le plus facile, hein, c'est comme les parties génitales, hein, c'est le plus innervé, c'est le plus facile pour avoir du plaisir, mais du coup, voilà, en développant ces autres sens, on élargit nos territoires de jeu, voilà, on passe d'un F2 à une villa en 3 étages, quoi. Oui, la comparaison est pas mal, oui. Bon, on vous serre la main ou pas? Mais oui, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, j'ai une villa, j'habite dans une villa. Ben voyons. Sandy, n'hésitez pas. Bon, c'est une invitation, Sandy, que Patrick vous fait. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Je vous laisse libre. Merci Patrick, en tout cas, de cet échange. Merci à vous. Bonne fin d'émission, au revoir. Merci. On va se retrouver dans un instant avec vous, bien sûr, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Quand on ne se fait pas entendre, nos agriculteurs, on parle de nous que pour le salon de l'agriculture, quand on a le président qui va caresser le cul des vaches, comme on dit. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue sur ce thème, Berk, le dégoût, avec Sandy Boulanger qui est avec nous, relaxologue et sexothérapeute. Et puis, miam, on va pas, attention, il faut. Mais je crois qu'en effet, nos 5 sens peuvent nous indiquer beaucoup d'informations et il faut pas s'en priver. Charlie est avec nous. Bonjour Charlie, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Charlie. Oui, alors moi j'appelle, c'est tout simplement pour... en fait, c'est mon ex-compagne, donc avec qui en fait sa poitrine ça passait pas du tout. Ouf, c'était votre ex, donc on peut en parler très librement et tranquillement. Ouais, c'est ça. Même si pendant ma relation, j'ai jamais trop osé lui en parler parce que Alors qu'est-ce qu'elle avait, sa poitrine? En fait, elle était plate. Ah, elle était pas là. Mais c'est pas une petite poitrine, c'est vraiment plate. Je sais pas comment dire. Elle avait pas de poitrine. Elle était. Ouais. Oui, un torse. Comme ça, un torse d'homme. Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, c'est après mes enfants. Et du coup, déjà qu'elle en avait pas beaucoup. Et après, ça s'est complètement aplati et du coup, ça pendait quoi. Et en plus, c'est une petite poitrine et donc. Donc, vous avez eu des enfants avec cette femme? Ouais. C'est ça. Et après, donc, les enfants, son corps, sa poitrine surtout, a un petit peu changé. Et donc, ça, c'était difficile pour vous. Vous diriez que vous aviez du dégoût ou... Non, c'est un peu fort. Mais disons que pendant nos rapports, j'évitais de passer mes mains dessus pour pas couper mon excitation. Parce qu'au final, ça me frustrait. Ah oui, quand même, donc, Oui. Oui, bien sûr, oui. Merci de témoigner parce que ce que vous racontez, malheureusement, ça arrive. Et là, on voit bien qu'il y a eu un avant et un après. Avant, je pense pas que ce soit ce qui vous excitait le plus sur le corps de cette femme, mais ça allait. Et puis après, c'est plus possible. Et c'est vrai que ça coupe le désir, tout simplement, oui. C'est vrai que ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que le corps de chacun évolue au fil des expériences de vie, du temps qui passe aussi. Et vous voyez, typiquement, la maternité peut transformer un corps. Pas seulement au niveau de la poitrine, mais de toute partie du corps, dont les parties génitales. Et c'est vrai que c'est courageux ce que vous dites aussi. Alors c'est votre ex, c'est vrai, mais il y a quelque chose de l'ordre où ce serait pas convenable dans notre société de dire non, tu peux pas, maintenant c'est la mère de tes enfants, c'est normal que le corps change, tu peux pas dire que ça te dégoûte. Mais si, vous avez raison. Et effectivement, la technique de pas passer vos mains dessus... oui, il vaut mieux tenter ce genre de choses. Et puis après, c'est aussi d'aller chercher, en fonction de la complicité qu'on a dans le couple, parce que là aussi, dépasser comme ça un sentiment d'aversion, parce que c'est un peu de l'aversion, mais c'est pas loin du dégoût. Ça demande effectivement d'aller équilibrer par ailleurs un sentiment d'excitation, parce que l'excitation, c'est l'excitation. Si on a du dégoût, c'est dur de rester excité. Et vous, j'imagine, vous n'avez pas pu lui en parler, je suppose. C'était difficile pour vous. Comment dire, j'avais fait une allusion, mais sans parler d'elle, et elle me dit, en ce moment tu parles beaucoup de ça. C'est quoi le problème? T'aurais préféré que j'ai plus de seins et tout. Et bon, j'ai voulu rester délicat, on va dire. Donc je lui ai dit,
ça m'aurait pas dérangé. Mais bon. Vous avez dit à demi-mot ce que vous pouviez. Oui. Et elle, comment elle les trouvait, ces seins? Vous avez une idée? Bah, je pense qu'elle le savait, mais elle était, comment dire. Un peu dans le déni. Oui, voilà, elle m'en aurait pas parlé parce que justement, elle aurait pas voulu que j'en sois dégoûté. Et surtout me donner une bonne raison, j'imagine. Mais voyez, Charlie, moi je pense à une chose, je suis pas une adepte totalement de la chirurgie esthétique, mais dans votre cas, si vous aviez pu de manière assez libre en parler, peut-être qu'une opération de ces seins aurait pu régler le problème, ce qui visiblement... Oui, mais je l'aurais regretté aujourd'hui, parce que ce serait quelqu'un d'autre qui en chuterait. Vous êtes un petit rigolo. Vous êtes drôle, ouais. Ce que je me disais aussi, Charlie, c'est qu'il y a un endroit où ce que vous dites est très intéressant. Derrière la question de Brigitte, qu'est-ce qu'elle en pensait, elle, de ses seins? Il y a aussi des fois ce problème, ce souci que lorsque soi-même on n'érotise plus une partie de son corps, du coup, ça devient vraiment une jachère, en fait. Donc, c'est difficile aussi pour vous d'érotiser une zone qui n'est pas acceptée par l'autre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a parfois, après les enfants, des poitrines effectivement qui sont grandement modifiées, d'autant plus quand il y a de l'allaitement, mais qui restent très érotisées. Je pense par exemple aux toutes petites poitrines, mais qui ont des tétons très sensibles et très érotiques. Mais ça, il faut qu'effectivement en tant que femme, ça soit une zone érotisée pour qu'on puisse la partager avec sensualité à l'autre. Si on est soi-même dégoûté de cette zone-là et qu'on fait tout pour ne pas y penser, c'est très difficile. Ça demande plus d'efforts de votre côté à vous d'aller effectivement amener du sensuel et de l'éros dans cette zone. Vous voyez, c'est aussi une histoire à deux des fois. Hein. Oui, bien sûr. J'aurais senti qu'elle aurait été ouverte sur le sujet, j'en aurais parlé librement. Mais oui, et ça aurait certainement soulagé les choses, parce que là, il y avait une sorte comme ça de tabou entre vous, et du coup, ça freine. Moi, ça me frustrait complètement, et je vais vous dire honnêtement, moi je voyais une paire de seins devant moi, j'étais comme un dingue. Vous savez, c'était j'en ai pas, donc quand j'en vois, j'étais comme un fou, quoi. Mais oui, mais ce qui est étonnant, c'est que dès le départ, de toute façon, elle n'avait pas vraiment des seins qui conviennent à votre désir. Non, mais alors j'ai pas trouvé sa poitrine jolie la première fois que je l'ai vue, mais par éducation, comme vous dites, par convention sociale, je me suis dit non, mais attends, tu peux pas penser à un truc comme ça. C'était peut-être... etc. Donc je suis passé à autre chose. Oui, il y avait un équilibre entre ce qui était positif chez elle, qui vous attirait, qui vous rassurait, et puis voilà les choses, parce que personne n'est jamais vraiment complètement à l'image de ce qu'on peut avoir dans notre tête, où ça arrive, mais bon. Oui, mais là où où si je peux me permettre, Charlie, c'est pas grave, hein, la vie elle est comme ça, on fait tous des erreurs, mais là où vous avez fait une erreur qu'il faut pas faire, quand on est très omnibulé par les seins des femmes, on choisit pas une femme qui a pas des seins qui nous plaisent. Parce qu'au départ, ça n'avait pas d'importance. C'est en vieillissant, c'est en prenant de l'âge que je me suis aperçu que c'était quelque chose qui me manquait et dont j'avais besoin, parce que mes précédentes petites copines, il y avait rien à redire en fait. Donc je me suis jamais posé la question. Oui, c'est avec elle où il y a justement eu ce manque que vous avez découvert à quel point chez vous c'est important. Oui. Ouais. Et avec le temps. C'est devenu important. C'est ça. C'est pas que vous vous êtes rendu compte que ça l'était, c'est que maintenant c'est devenu important parce que vous avez traversé ce moment de répulsion, de dégoût, et du coup aujourd'hui c'est très important pour vous d'avoir une belle poitrine. Exactement. Ben oui. Mais c'est tellement difficile de dire à quelqu'un je peux pas toucher tes seins ou tes fesses ou je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile. C'est pour ça que je vous dis que c'est souvent une histoire quand même aussi à deux.
quand on a comme ça du dégoût pour une partie du corps de l'autre, ce qui est intéressant, c'est d'amener l'autre à sensualiser cette partie-là. Pas en lui disant, bon, il faut pas devenir un dictateur du fétichisme, mais de dire, voilà, moi, tes pieds, pour moi, ils sont vraiment très importants et regarde, c'est essentiel. Et comment toi, tu peux les érotiser, comment tu peux en prendre soin, comment tu peux... Je vous parle de pieds, mais on peut parler de fesses, de poitrine. Et c'est d'amener l'autre à prendre conscience de cette partie, non pas parce qu'elle ne me plaît pas, mais parce que plus cette personne va aimer cette partie d'elle, et plus moi, je vais pouvoir l'aimer aussi. Même si on ne peut pas le dire comme ça. Voilà, c'est une invitation aussi à pouvoir amener l'autre dans la sensualité d'une partie du corps. Ouais. Merci Charlie, parce que ce que vous dites, je crois que beaucoup de gens pourraient témoigner à un moment ou un autre de leur vie sur une partie du corps de l'autre. Quoi qu'on en dise, allez, on parle vrai sur Sud Radio, c'est pour ça qu'on est si nombreux à l'écouter aujourd'hui, Sud Radio. Allez, on fait une petite pause et on revient sur le Love Conseil. Pourquoi le couple peut réparer nos blessures d'enfance? C'est dans un instant sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Côté Libye. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors, Sandy Boulanger, pourquoi le couple peut réparer nos blessures d'enfance? Bon, on le sait, on a tous tendance à répéter, ce que nous avons vécu émotionnellement lorsque nous étions enfants. Et ce qui est important, plutôt que d'en vouloir à notre partenaire qui lui aussi va rejouer sa propre histoire, mieux vaut essayer d'analyser son propre comportement afin de pouvoir s'en libérer un petit peu. Alors, dès qu'on arrive à s'observer, et bien à ce moment-là, on va pouvoir grandir grâce à l'autre. Plutôt que de le quitter avec moult reproches, mieux vaut essayer de comprendre ce que ça touche en nous et donc quelle blessure ça touche. Par exemple, je repense justement à un témoignage qu'on a eu tout à l'heure de Magali. Si notre mère nous a repoussés chaque fois qu'on était trop en demande, eh bien, on va pas oser demander de l'affection à notre partenaire et on va même le tenir à distance, ce qui va forcément le blesser. Donc tout ça montre bien que dans nos comportements avec notre amoureux, ça parle de nous et la manière dont il agit vis-à-vis de nous parle de lui. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc il faut d'abord observer encore plutôt que de se sentir rejeté, de se sentir blessé, de critiquer. Et c'est comme ça qu'on apprend un nouveau langage affectif. On sait très bien que tout, de toute façon, ne parle que de nous à chaque fois et toujours. Oui. Ce que j'aime bien aussi dans cette approche, c'est de se dire que on n'est pas non plus toujours fautive ou fautif. C'est que nous avons notre partie à gérer. Et puis, il y a surtout cet espace du nous au milieu, qui est aussi ce que l'autre apporte. Donc, on travaille sa partie et l'autre travaille sa partie. C'est ça qui solidifie le pont entre chacun, en fait. Et alors, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est qu'au départ, tout ça, c'est complètement aveuglé. On ne s'en rend pas compte. Et c'est généralement au bout de 18 mois, 2 ans, voire 3 ans, que tout d'un coup, les choses peuvent comme ça apparaître de manière bien plus évidente. Et très souvent, on n'est pas préparé à observer ce qui... Bien sûr, oui. Justement, vous parliez de la thérapie Imago tout à l'heure. La thérapie Imago dit que en fait, ce cocktail hormonal de la rencontre phénoménale où on voit l'autre dans un halo de lumière dure de 3 minutes à 3 ans. De façon très inégale chez les gens et en fonction des partenaires qu'on rencontre. Mais effectivement, c'est aussi au fil du temps que petit à petit, on voit l'autre tel qu'il est, déjà parce qu'il peut de plus en plus aussi se montrer et s'explorer tel qu'il est, mais c'est surtout que soi-même, on arrête de mettre des lunettes de « je veux voir l'autre rose, oui. » tel qu'il est. Et souvent, en plus, on va rapidement mettre du coup des lunettes noires et de dire, voilà, tu représentes tout ce que je n'aime pas, ou tu es comme ci, ou tu n'étais pas comme ça. En fait, il faut quand même beaucoup d'années avant de connaître quelqu'un. Enfin, il faut qu'on soit honnête. On ne connaît pas les gens au bout de 6 mois. Non, il faut quand même au minimum au moins 5 ans. Et en fonction des expériences de vie qu'on traverse, il peut y avoir une accélération à traverser des épreuves, ou parfois on peut végéter pendant 5 ans et puis effectivement toujours pas rencontrer l'autre, en fait. En tout cas, c'est toujours ce
se regarder soi avant de se mettre à critiquer l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Céline. Oui. Alors, racontez-nous, oui. Ben effectivement, moi j'ai été victime de rejet de ma mère et de viol. Et donc au départ avec mon partenaire, on va dire que ça se passe bien. Et au bout de... Ouais, c'est pareil, le temps c'est assez inégal comme je viens d'entendre. Je me sens comme reviolée en fait. Je n'ai plus de plaisir, je ne veux plus de caresses, je ne ressens plus rien. Vous dissociez, oui. Oui. Oui, c'est un mécanisme effectivement post-traumatique, c'est-à-dire qu'au début, la relation n'est pas suffisamment engageante pour qu'elle soit vécue dans de l'intime, ça reste de la rencontre. Et à partir du moment où vous vous sentez dans le lien et dans l'engagement, eh bien, vous dissociez, ça rejoue la scène en fait et les traumatismes que vous avez dû vivre. Oui, c'est ça. Mais en fait. Donc c'est forcément un viol de quelqu'un de proche, hein, j'imagine. Oui, oui, c'était de mon beau-père. Mais les partenaires que j'ai choisis aussi étaient liés en fait. Ils avaient toujours les mêmes caractéristiques, à pas vouloir faire attention à moi, à me critiquer tout le temps. Donc en fait j'ai beaucoup toléré jusqu'au jour où j'en pouvais plus. Quand j'ai vu qu'en fait c'était une relation nuisible, je me suis complètement bloquée là. Vous voyez, ce que vous dites est intéressant parce que c'est effectivement par le rejet de la mère, dont on parlait tout à l'heure. Donc, ce mode d'emploi du corps n'a pas été transmis chez vous. Donc, effectivement, les hommes que vous avez rencontrés n'ont pas cette possibilité d'être respectueux envers vous. Mais par contre, vous savez, au bout d'un moment, mettre fin à ça. Donc, il y a quand même quelque chose aussi de structuré chez vous. C'est que vous arrivez à dire, là, c'est stop. Mais effectivement, dans le choix du partenaire, il y a cette carence de ce mode d'emploi du corps et du respect qui n'a pas été donné par la mère. Et en plus, son nouveau compagnon, donc votre beau-père, est abusif et vous viole. Il y a quelque chose de l'ordre souvent qui peut être vécu dans la complicité inconsciente. Je ne sais pas comment votre mère a réagi à l'époque, si ça s'est su ou pas, mais c'est vrai que il y a un endroit où vous arrivez à dire stop. Et vous quittez la relation. Oui, mais là, il faut que vous puissiez vous faire aider. Céline, vous aviez quel âge quand ce beau-père vous viole? Non. Vous savez à peu près quel âge vous aviez? Vous étiez jeune, j'imagine, non? Attendez. Oui, j'avais 12 ans. Oui, donc vous étiez très très jeune. Donc là, on est vraiment dans des abus qui sont très très traumatiques. Et vous avez pu en parler à quelqu'un à l'âge de 12 ans? Oui, non, pas à cet âge-là. Vous en avez parlé plus tard à votre mère, à quelqu'un de proche? Oui. Et vous avez été accueilli ou pas? Attendez, j'essaie de bouger de place parce que ça passe pas bien mon téléphone. Je vous en prie, oui. Prenez votre temps. Oui. Voilà. Oui, j'en ai parlé. Enfin, c'est pas moi qui en ai parlé, en fait. C'était ma sœur au départ. Mais ensuite, quand j'en ai parlé, ma mère a tout rejeté, a dit que c'était pas vrai. Elle continue à m'envoyer avec lui. Donc. D'accord. Donc votre sœur aussi a été abusée, je suppose, par ce... Non ? Non, pas du tout, elle. C'est que moi, je m'étais confiée à elle. D'accord. Donc vous avez eu confiance en elle et pas en votre mère, visiblement. Voilà. Donc il y a quand même eu un instinct chez vous qui vous a permis de vous confier. C'est votre grande sœur? Non, c'était une petite sœur, mais c'est parce que je croyais que j'étais enceinte, en fait, c'est tout. C'est pas tout, hein. C'est beaucoup. Oui. C'est tout. C'est pas parce que je me suis confiée, voilà. Moi, je crois, Céline, qu'il serait important de pouvoir exprimer. Alors, je vous demande pas de l'exprimer maintenant parce que ce serait peut-être trop difficile pour vous, mais d'exprimer ce que vous avez, vous, pensé quand vous aviez 12 ans et que vous êtes la victime de cet homme. Et comment vous avez, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à lui, par rapport à votre mère? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour arriver à survivre, parce que c'est comme c'est un tsunami, pour une enfant de 12 ans de traverser ça. Parce qu'à la fois vous n'êtes pas protégé par vos parents et ensuite vous êtes on le dit souvent, le viol c'est comme une bombe à fragmentation, qui pulvérise tout l'intérieur de soi.
En fait, je me sens en trop. Enfin, maintenant, je vois parce que j'ai rencontré quelqu'un qui fait très attention à moi, justement, là, maintenant, qui essaye. Et je me sens vraiment en trop, en fait. Je me sens en trop. J'ai besoin d'être rassurée tout le temps. Oui. Mais c'est pas forcément vivable dans ma nouvelle relation non plus, quoi. Non, mais c'est compréhensible. Hein. Tout ce que vous dites est compréhensible, et c'est ces ressentis-là qu'il faut que vous apprivoisiez dans votre corps. Et c'est le travail. Enfin, encore une fois, bien sûr que la parole va libérer, mais dans votre cas, je pense que c'est aussi un travail sur le corps, c'est-à-dire vous réappropriez votre corps, avec les souffrances que ça comporte, peut-être aussi un peu de dégoût par moment pour votre propre corps. J'en ai beaucoup, oui. J'ai honte. J'ai justement beaucoup de soucis avec mon nouveau partenaire parce que j'ai honte de mon corps, j'ai honte. Je me sens coupable tout le temps. Bien sûr, mais vous comprenez que c'est pas tant ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment une mémoire corporelle d'antan. C'est de cette jeune adolescente qui a été violée, qui a honte. C'est pas de qui vous êtes aujourd'hui. Donc effectivement, ce qui peut être intéressant, ce que vous propose Brigitte, est vraiment approprié aussi dans la réappropriation de votre corps. C'est-à-dire, quand vous êtes sous la douche, de prendre le temps de vous laver avec vos mains lentement, de sentir le contact de vos doigts avec un savon qui sent bon. Vous voyez, c'est de retrouver pour vous de la tendresse, voilà, et saine. C'est prendre soin de vous de façon tendre. Voilà, de vous mettre de la crème. Ouais, c'est ça. Je me demande mon nouveau compagnon, mais je n'y arrive pas. Vous allez, peut-être vous avez besoin de vous faire accompagner un petit peu aussi, pour pouvoir dépasser tout cela. Écoutez, il est là, vous l'avez choisi, vous l'avez accepté, ce qui prouve que a priori vous êtes en chemin pour tout doucement réapproprier votre corps, votre vie. On vous a volé, je sais pas quel âge vous avez, mais on vous a volé 20 ou 30 ans de votre vie. Plus de 30 ans, j'ai 51 ans. Bon, donc on vous a volé 40 ans de votre vie. Donc vous imaginez le chemin qu'il faut faire, mais il faut repartir du moment où vous aviez 12 ans. C'est-à-dire qu'il faut avoir il faut accepter, Céline, d'être une petite fille qui découvre la tendresse, qui découvre la protection de quelqu'un d'autre. Il faut lui faire confiance, vous faire confiance aussi dans votre capacité à renaître. Et moi, je vous invite aussi à aller voir le site Stop aux violences sexuelles de Violaine Guérin, qui travaille beaucoup sur cette notion de se réapproprier son corps. Et que vous ayez honte, c'est le sentiment que vous avez dû avoir quand vous aviez 12 ans de cet homme qui vous a torturé et qui a ensuite vous a empêché de vous regarder dans la glace sans avoir un sentiment justement de honte et de culpabilité aussi, parce que quelque part vous prenez l'amant de votre mère. Oui. Vous voyez, il y a tout ça qui est complexe. Mais vous n'êtes qu'une victime. Quand on a 12 ans, on est responsable absolument de rien. Difficile, par contre, ça, je sais. Oui. Mais c'est important que vous puissiez vous le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans votre chair. Et vous n'y êtes absolument pour rien. C'est la petite fille qui est victime. Et ces deux adultes qui sont toxiques et que vous avez le droit d'être en colère contre eux. Parce que ça, c'est quand même très important aussi à un moment donné que vous puissiez dire à voix haute la colère que vous ressentez pour eux. Parce qu'ils vous ont volé votre enfance, votre adolescence. Et pratiquement une bonne partie de votre vie. Mais encore une fois, le côté positif, c'est que vous avez su choisir cet homme. Oui, mais il est très patient, mais il va pas tenir longtemps ce rythme-là. Bah si, je pense qu'il a envie de vous sauver. Oui, puis il est bien avec vous aussi, puis vous cheminez, on l'entend dans ce que vous dites. Vous êtes en train de commencer à cheminer, donc bien sûr que vous allez évoluer et ça va être... Peut-être ça va vous demander du temps, mais dès qu'il y a le mouvement en soi, ça se sent. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on parlait beaucoup de ce non-verbal. Dans votre énergie, on sent qu'il y a ce mouvement de réparation, de résilience, d'être en chemin. Donc il va le sentir, ça va le rassurer lui aussi. Et c'est pour ça qu'il pourra rester à vos côtés aussi. Céline, dites-vous bien, on vient de parler des blessures d'enfance, dites-vous bien que s'il vient vous sauver, c'est que ça répond aussi à quelque chose chez lui.
Donc votre rencontre, elle est pas par hasard. Vous avez besoin de lui et lui, il a besoin de vous. Donc soyez confiante, faites-lui confiance et cheminez ensemble. Promis ? D'accord, oui, promis, merci. Merci beaucoup Céline. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour conclure. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Écoutez ou réécoutez Brigitte Lahaie, Sud Radio, le replay ce soir à partir de 22h avec cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Sandy Boulanger qui est avec nous, sexothérapeute, relaxologue. On peut vous retrouver également sur ce site, le lien au cœur du soin.com. Et merci d'avoir abordé ce sujet délicat avec moi, Sandy Boulanger. Le dégoût, c'est une chose dont on parle peu, mais qui existe énormément dans notre vie. Et merci à tous ceux qui ont osé témoigner, parce que c'est vrai que c'est pas très facile de témoigner de ça. Et on va conclure avec vous, Marie. Merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Marie. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je suis intimidée. J'écoute votre sujet qui me parle énormément. J'ai 55 ans. Je suis mariée depuis 88 à un monsieur formidable. On s'aime plus que tout. Mais je n'ai plus du tout de rapport sexuel, quel qu'il soit, avec mon époux depuis mes 32 ans. Donc cela fait 23 ans. Mon époaux, je ne sais pas si la panne est venue plus tard, mais en tout cas, depuis 2002, il ne me touche plus. Les mois, les semaines, les mois passent, les années passent, on se dit ça ira mieux, et puis non, rien. À l'heure où je vous parle, même profondément, je l'aime également énormément, follement, éperdument. Donc l'amour est présent dans notre couple, je n'en doute pas du tout. Sauf que, voilà, c'est pas possible pour lui de me toucher. Il est plus âgé que vous, cet homme, ou... 3 ans. Non, de donc plus vous avez que le moi, même. j'en ai 55. D'accord, donc c'est pas un problème d'âge qui aurait pu l'éloigner de son érection et donc de sa sexualité. Donc il y a... Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui lui a pris tôt, très tôt pour un homme. À un moment donné, on sait que la panne peut se présenter chez les 35 hommes. ans, non, c'est pas. Voilà, voilà. Donc toutes ces années, nous sommes restés ensemble, bien sûr, parce que l'amour est présent. Et il me le montre différemment. Il est attentionné, petit plateau, des bouquets de fleurs. Mais pas de toucher, pas de sensualité, pas de sexualité. Aucun. Ça a été très progressif. Ou c'est arrivé rapidement, Marie? Un peu du jour au lendemain? Oui, j'allais vous dire du jour au lendemain. Il était parti pour le travail plusieurs mois à l'étranger. Il est revenu et dans un premier temps, je suis fatiguée, je suis pas bien, chose qui était vraie. Et puis ça s'est jamais. Ça n'a jamais repris. Vous en avez parlé, j'imagine. Oh là, énormément. J'allais dire, c'est le seul sujet de dispute qu'on a dans notre couple. Le seul sujet de dispute. Maintenant, il est vrai que depuis mes 25 ans, je suis quelqu'un de malade. Et à l'heure où je vous parle, j'en ai juste 8 maladies, entre maladies auto-immunes et chroniques. Et tout ceci, je me demande s'il n'y avait pas un lien. Après, forcément, mon corps a changé également. Oui, mais enfin, tôt quand même. À 32 ans, vous aviez encore le corps de la femme qu'il a rencontrée. Je veux dire. Non, vous aviez déjà votre corps qui avait les maladies avaient déjà fait beaucoup bouger. Oui, les maladies avaient fait déjà beaucoup de dégâts parce que des corticoïdes depuis mes 20 ans, tous les matins que Dieu fait, forcément, une sédentarité plus ou moins imposée. Vous avez pris du poids, c'est ça? Oui, j'avais pris beaucoup de poids. Et donc, lorsque notre fille est née en 97, elle avait à peine 2 ans, je l'ai poussée à bout pour qu'il me dise, j'ai besoin d'entendre les choses pour comprendre et avancer. Et il ne disait rien,
Donc je le poussais à bout. Est-ce que c'était dû à mon physique? Non, tu y es pour rien. Bon, là j'ai compris que le physique il est aussi pour quelque chose. Je lui avais demandé, pareil, lors d'une dispute, est-ce que si tu devais te retourner sur moi aujourd'hui, tu le ferais? Il m'avait dit à l'époque, donc en 97, il m'avait dit, ben non. Donc oui, ça fait mal, mais j'ai voulu le savoir. Et je dis, ben voilà, c'est pour ça alors. Et non, je t'aime, tu es une excellente mère, tu es une parfaite épouse, mais je n'ai plus de désir du tout, ça serait avec une autre, ça serait pareil. Ouais, et voilà, donc les années ont passé, et puis là, il y a seulement 3 ou 4 ans, après m'avoir vu pendant des années pleurer, attendre, ne pas comprendre et se disputer seulement sur ce sujet, il est allé voir, avec beaucoup d'assistance de ma part, un sexologue. Une sexologue. Qui lui donne une version. Et là, il y retourne 4 ans après, là, il y a peut-être quelques mois, il envoie une autre qui lui donne une autre version. Donc, si vous voulez, voilà. Mais vous connaissez vous connaissez la version qu'ont donnée les sexologues? Oui, mais j'ai du mal à le croire, et puis surtout c'est que j'ai pas trop envie de l'exposer, mais ça serait dû, alors la première version, ça serait dû à son ancien métier, voilà, qui se serait blindé, et voilà. Non, ça c'était la deuxième version, et la première version il y a 4 ans, c'était dû au fait, vous ne voyez peut-être plus votre femme comme une épouse ou comme une femme, mais comme une malade. Oui, c'est possible aussi. Chose qui est possible, voilà, je me suis dit c'est possible, mais je sais pas. Et la deuxième version, rien à voir, ça serait dû à son ancien métier, et il serait blindé, et voilà. Donc moi j'en vois une troisième aussi, peut-être. Hein. C'est peut-être aussi son orientation sexuelle. Peut-être aussi. Non, pas du tout. Non. Ça veut pas dire qu'on peut pas être amoureux, hein, aussi, hein. Un couple amoureux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un couple amoureux, hein. Mais d'ailleurs, vous pensez quoi précisément? Le fait qu'il puisse avoir des désirs sur les autres? Oui. Hein? Je comprends pas. Oui. Non, pas du tout. Oui. Alors là, non. Homosexuel? Non. Oui. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. À 1000 lieues de ça. Non. C'est quelqu'un qui... Je me dis, ça te manque pas? Il fait non. Il me dit, je pourrais partir au bout du monde, ça me manque pas. Il pourrait y avoir une femme qui essaye de me charmer ou quoi que ce soit. Non, mais Marie, la chose me dégoûte. Marie, d'après ce que je comprends dans votre propre histoire, il vous a rencontré, vous étiez déjà un peu malade. Non, je n'étais entre guillemets qu'asthmatique. Donc déjà assez mince, assez mince. Oui, très mince, très sportive, trop à son goût. D'accord. Donc vous avez polyarthrite rhumatoïde, plein de maladies qui se sont aggravées. Mais on voit bien que votre corps s'est complètement transformé. Moi, j'ai quand même l'impression, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, il n'y a pas de doute là-dessus. Je crois qu'il en a pris son parti. Après, pourquoi tout d'un coup c'est plus possible pour lui de faire l'amour, ça peut se comprendre. C'est pas, enfin, je veux dire, on l'entend dans. Il y a beaucoup plus de couples qu'on ne l'imagine qui ne baisent plus ensemble. Hein, et c'est vrai que ce qui est ennuyeux, me semble-t-il, c'est que vous en souffrez. Lui, visiblement, n'a pas l'air d'en souffrir. Parce il en a fait son parti, il est malheureux, il me l'a dit, j'en ai fait mon parti, mais je suis malheureux pour toi. Je suis malheureux de te voir malheureuse. Mais en même temps, ça ne suffit pas pour qu'il ait envie de retrouver le désir. Ou même de la tendresse, hein, et de la sensualité. Lui, c'est tout ou rien. Le gestuel, non. Si l'organe ne fonctionne pas, il ne peut pas faire autrement. C'est tout ou rien. Mais moi, est-ce que les rares fois où on a tenté quelque chose, je sais que il est très tendu. J'ai essayé timidement, j'ai essayé de le toucher en lui demandant, bien sûr, parce que je ne veux pas le braquer. Je sens qu'il est tendu et qu'il se force à essayer pour moi. On va revenir à vous parce que c'est vous qui appelez, c'est vous qui comptez forcément. Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que c'est la tendresse? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de sexualité? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à vous masturber, donc vous êtes en manque de libido? Un peu de tout ça. L'acte en lui-même me manque énormément. Vous arrivez
Vous arrivez à vous occuper de vous, à vous masturber déjà pour... Difficilement, parce que vous attendez de lui quelque chose qui ne vient pas. Mais tant que vous attendrez quelque chose de lui, vous pourrez pas revenir à vous. Et là, en l'occurrence, il faudrait revenir à vous pour 2 raisons. D'abord, oui, difficilement. J'ai du mal à me donner du plaisir. Je le fais, mais je me dis, tu le fais peut-être mal. Il y a personne qui est là pour juger, hein, Marie, quand vous êtes toute seule avec vous-même. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. En retrouvant du plaisir pour vous, en arrivant à vous masturber, vous caresser, vous redonner de la jouissance, d'abord, vous allez être moins dans cette demande vers lui. Ensuite, votre corps va quand même être plus érotisé. Et ça peut redonner un petit peu comment dirais-je, de tendresse et d'intimité entre vous. Mais il faut que ça reparte par vous. Vous voyez, vous êtes tellement dans l'attente que ça vienne de lui que vous vous frustrez et que vous n'arrivez pas à vous épanouir. Donc je crois que c'est vraiment important que vous compreniez. Alors je sais pas, peut-être déjà allez vous faire masser. Enfin, essayez de vous réoccuper de votre corps dans toute la sensualité possible et inimaginable. Et ça va avoir un effet formidable aussi sur vos maladies, qui sont des maladies, on le sait, souvent très liées avec ce manque de rapport au corps. Tout à fait, mais je me fais plaisir, Brigitte, de temps à autre. Plus souvent. Je le fais toute seule parce qu'il veut pas. Pour l'instant, c'est évident qu'il faut le faire toute seule. Il faut le faire toute seule. Je le fais toute seule et j'oserais même pas si vous voulez, son refus, voire même son dégoût, parce que je lui ai dit à plusieurs reprises en pleurs ou en dispute, mais je ne comprends pas, même les médecins me l'ont dit, tu as des mains, tu peux t'y prendre autrement, je ne comprends pas. Il me dit, tu veux savoir quoi? Ça me dégoûte. Voilà. Mais pour l'instant, il peut pas, Marie. On peut pas. C'est du ressenti. Ça échappe au raisonnable. Donc il faut que vous acceptiez de vous donner ce que lui ne peut pas vous donner. Ouais. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là que la relation va bouger. Oui, c'est ça, oui. Tant que vous espérez que ça vienne de lui, vous êtes face à une impasse. Face au mur, oui, complètement, oui. Et en même temps, il y a aussi ce côté où déjà c'est vous qui êtes malade, qui subissez beaucoup de choses, et peut-être inconsciemment vous vous dites, je vais pas en plus me donner toute seule du plaisir. Mais si, Marie, vivez aussi votre vie, allez chercher des plaisirs, des sources de plaisir, et puis une fois que lui va être dégagé de ça et d'avoir cette tristesse de vous voir triste, il y a quelque chose d'autre qui va pouvoir émerger aussi entre vous. C'est vrai que les rares fois où je me touche et que j'essaye de me procurer du plaisir, c'est pas évident, hein, parce que je réagis pas de suite, je suis très longue. Oui, éduquez-vous. Il y a des jouets pour ça aussi, Marie. Vous savez, c'est fabuleux. Oui, je me suis mise. Je me suis mise il y a pas longtemps. Je me suis mise il y a pas longtemps, mais ce qui me manque avant tout, c'est les mains d'un homme. Oui, mais c'est surtout que vous êtes très triste de ça, et donc vous lui en voulez beaucoup, mais lâchez cette frustration, trouvez du plaisir et laissez de l'espace de respiration dans votre couple pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Là, vous êtes dans l'attente et vous l'attendez au tournant derrière la porte avec une massue en lui disant si tu passes pas. Non, prenez soin de vous. Vous allez voir, votre corps va aussi ce qui dégage. C'est ça, hein, Brigitte, vous parlez de la sensualité du corps malgré la maladie. C'est ça, c'est que vous allez trouver. Et parallèlement, je vous donne un petit conseil, Marie. Au lieu qu'il vous achète des fleurs toutes les semaines, il va vous offrir une séance de massage chez un masseur ou une masseuse, hein, on s'en fout. Et comme ça, une fois par semaine, vous vous faites masser. Comme ça, vous aurez des mains sur vous. D'accord ? Mais oui. Vous n'avez pas de mais. Non, mais je le fais. Alors faites-le 2 fois par semaine si vous le faites une fois. Si j'ose me permettre, un homme me manque physiquement. Eh bien, faites-vous masser par un homme aussi. C'est un début. Marie, c'est un début. Faites-vous masser par un homme et c'est déjà ça. C'est parce que vous êtes dans le tout ou rien, vous aussi, comme lui, tiens. Voilà. Et quand on est dans le tout ou rien, on n'a rien. Il faut être dans le tout. Marie, merci. Je sais que c'est pas facile, mais retrouvez votre autonomie déjà vous. Et je vous assure que ça va bouger, ça va faire bouger la relation, parce que je suis sûre qu'il vous aime, cet homme, et que vous l'aimez. Merci beaucoup Marie, merci à tous et à toutes d'avoir témoigné aujourd'hui. C'était un sujet difficile et c'était utile, je crois, d'en parler.
Merci beaucoup Sandy Boulanger. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur le lien au cœur du soin.com. Demain, on sera avec Yves-Alexandre Talman et comme toujours avec lui, il aborde des sujets tout à fait particuliers. Il nous trouve toujours des réponses extraordinaires. Pourquoi on est si souvent capable de prendre des mauvaises décisions alors que nous ne sommes pas si cons? C'est le sujet que nous aborderons demain avec lui. Et tout de suite, évidemment, vous retrouvez Alexandre Delevan. Retrouvez Sud Radio Parlons Vrai à Lyon sur 105.8 FM. Sud Radio, Parlons Vrai.